Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors vous le savez, quand on cherche un logement, on doit le plus souvent, dans l'idéal, ressentir un coup de cœur. Et c'est pourquoi un Tinder de l'immobilier devait voir le jour. Bonjour Thierry Hazan. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Tinder de l'immobilier, c'est comme ça qu'on peut définir Pocket Immo, ça vous va? Oui, c'est un bon raccourci, mais c'est un peu ça en fait. C'est la rencontre de vos coups de cœur immobiliers. Ouais, comment ça marche? Donc le principe de Pocket Immo, donc c'est une application mobile, un peu sur le principe d'un site de rencontre. Donc vous mettez vos critères de référence. Donc en fait, on essaie de faire très très simple et on a axé Pocket Immo du côté utilisateur. Donc on a essayé d'optimiser tout l'UX, c'est-à-dire toute l'ergonomie. Donc quand vous connectez sur Pocket Immo, il n'y a pas de login, pas de tout ça. On vous doit directement, vous êtes dans vos critères. Donc premier critère, c'est vous recherchez à acheter ou à louer. Second critère, vous avez dans quel budget. Et troisième critère, une superficie. Après, par défaut, on va géolocaliser tous les biens qui sont dans un périmètre d'1 kilomètre par rapport à là où vous vous trouvez et qui répondent à vos critères. D'accord. Donc ça, c'est par défaut. Après, vous pouvez bien sûr modifier tous les paramètres, ajouter... Et c'est pour ça que ça ressemble à une appli de rencontre, hein, finalement. Oui et non. Ça, c'est le début. En fait, ce qui fait vraiment qu'on est dans l'appli de rencontre ou dans le Tinder ou dans le Happen, c'est qu'ensuite, vous avez un critère qui est très important qui s'appelle votre timeline. Et dans la timeline, si vous activez votre timeline, vous allez définir un périmètre. Donc là, plus le périmètre par défaut de 1 km, mais vous pouvez faire de 250 mètres à 25 km. Et important, les 25 km aujourd'hui, avec l'évolution du marché sur la province, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc cette timeline, une fois que vous l'avez activée, dans tous vos déplacements de la journée, les biens que vous allez rencontrer vont être intégrés, vont être mémorisés dans votre timeline. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, dans votre canapé, avec l'apéro, vous regardez votre timeline et vous avez accès à tous les biens que vous avez croisés. Selon votre géolocalisation. En fonction de votre parcours, exactement. Alors, on va revenir sur cette aventure entrepreneuriale. Ne la cherchez pas dans votre App Store ou dans votre Android Store parce qu'elle n'est pas encore sortie. C'est une start-up qui est encore sous le radar, mais vous êtes un serial entrepreneur, 45 entreprises à votre actif, et c'est votre dernier bébé. Mais auparavant, on s'intéresse à l'actualité du secteur. Alors, le secteur immobilier, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous parliez de province. On voit en effet de plus en plus de migration depuis les villes vers les campagnes. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a été un petit pic médiatique pendant la crise sanitaire ? Je pense qu'en fait, c'est un phénomène qui a démarré pendant la crise sanitaire, mais qui est en train de s'étendre. Il y a pas mal d'émissions à la télé en plus en ce moment, il y a beaucoup de reportages qui passent et on le constate aussi parce que je suis très proche du président de la FNAIM Île-de-France. Donc on a souvent des réunions et on a beaucoup de brainstorming au niveau de l'évolution du marché et de ce qui se passe. Et effectivement, on se rend compte que sur Paris, région parisienne, aujourd'hui, il y a une très forte hausse de la demande de tout ce qui est maison, on peut appeler ça résidence, ou tout ce qui va être, tout ce qui est un jardin, tout ce qui va être autonome hors copro, en fait, sans copropriété, où les gens sont chez eux avec un jardin. Et vous pensez que ça c'est pérenne ou est-ce que c'est comme le télétravail, on pensait qu'on allait tous télétravailler pour les 100 ans à venir et puis on se rend compte que finalement ça ne va peut-être pas être le cas, c'est pas aussi simple. En fait, c'est un mix. Je pense qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est comme pour le télétravail. Il y avait une émission il y a quelques jours sur TF1 où ils expliquaient justement qu'a priori, les gens allaient télétravailler 2 à 3 jours par semaine à partir de maintenant et que c'était la volonté de 8 travailleurs sur 10. Donc c'est une évolution des usages et c'est une évolution du mode de travail. Donc pérenne à 100%, non, parce que on peut pas, il faut des réunions physiques, mais il y a de nombreux avantages au télétravail. En effet, et si on travaille moins, on peut faire un effort de transport, si on travaille moins, non, si on télétravaille plus, c'est-à-dire depuis chez soi, on peut faire un effort de transport plus important et rechercher des surfaces plus grandes qu'on trouve a priori moins dans les centres-villes. Exactement, et donc avec un jardin ou avec du terrain ou avec surtout beaucoup plus d'espace vert. D'accord. Et ça, vous croyez que c'est des tendances quand même de fond, peut-être pas du blanc ou noir en effet comme vous le dites, mais le curseur, la ligne a bougé, on va pas revenir complètement en arrière. À mon avis, non. Je pense pas. Maintenant que le phénomène a été lancé et que les gens apprécient, parce qu'en fait on se rend compte que c'est appréciable, mais c'est juste possible parce qu'on a le télétravail. C'est-à-dire que sans l'acceptation du télétravail, ça ne serait pas possible.
Bien sûr. En termes de prix, alors moi je vois tout et son contraire, ça monte, ça baisse. Qu'est-ce que font les prix en ce moment de l'immobilier? Alors, je serais prétentieux si je vous donnais quelque chose. Je ne suis pas Madame Irma. Par contre, Non, donc, mais vous toujours constatez dans toujours avec la FNAIM, les donc avec, annonces. par l'intermédiaire du président de la FNAIM, il y a une petite hausse de prix. C'est pas très important, on parle de quelques pourcents. Ça s'est calmé par rapport un peu à la frénésie avant Covid? Oui, le marché s'est quand même stabilisé. En fait, il y a eu des petites évolutions en dents de scie pendant la période du Covid. Mais aujourd'hui, la véritable constatation, c'est qu'il y a une petite augmentation. Bon, c'est lié à l'offre et la demande, justement, dans ce dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est maison, avec des terrains ou des jardins, etc. Banlieue, voire province, c'est-à-dire que jusqu'à 200 km de Paris. Je crois qu'il y a une multiplication quasiment par 3 de la demande. Et est-ce qu'il y a assez d'offres en face? Oui, parce que ce sont des secteurs où il y avait de l'offre, mais pas de demande. Donc il faut déjà épuiser toute l'offre qui était là. D'accord. Donc une vraie mutation structurelle du marché, un marché qui intéresse de plus en plus d'entrepreneurs. Alors c'est vrai que ce marché de l'immobilier séduit beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'initiatives, grâce notamment aux innovations technologiques. On voit fleurir pas mal de choses dans le domaine. Et une des innovations fortes qu'apportent ces nouveaux entrepreneurs, c'est essayer de sortir du modèle au pourcentage pour rentrer sur des business models au forfait. C'est-à-dire que traditionnellement, vous vendez un studio ou un appartement, eh ben, vous allez prendre un pourcentage et donc avec des variations très fortes de prix. Et certains se disent, bah non, finalement, travaillons au forfait, on va gagner 5 000, 10 000, je ne sais pas, 20 000 euros, que ce soit un studio ou un 5 pièces. Alors c'est vrai que c'est une forte tendance et c'est une des grosses évolutions du marché, on va dire depuis, à mon avis, les premières offres sont sorties il y a 5 à 6 ans. Il y a aujourd'hui donc 2 évolutions importantes par rapport à ce que vous venez d'exprimer. La première, c'est qu'il y a 2 types de forfaits. Donc soit il y a des forfaits au pourcentage, quel que soit le montant du bien vendu, alors qu'avant on était par tranche. Sur les petites tranches, ça pouvait être à 7, 8, et puis après ça descendait dès que vous dépassiez 1 million. Là, aujourd'hui, on a des groupements d'agences ou même des initiatives sur Internet qui se font avec des pourcentages fixes. Donc, c'est 3%, quel que soit le montant du bien vendu. Mais on a aussi des forfaits en valeur absolue, en Exactement, euros. exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 types de forfaits. Il y a le forfait au pourcentage ou le forfait en montant. Et là, on a des agences qui disent, voilà, c'est 2 000 euros. Quel que soit votre bien, c'est 2 000 euros. Et ça, vous y croyez? Parce qu'il y a eu des tentatives là-dessus. La profession, bien sûr, freine parce que c'est beaucoup moins rentable. Est-ce que vous y croyez à ce modèle? Je dirais c'est le marché qui le dira et qui répondra à cette question. Mais surtout, pour que ce modèle fonctionne, il faut que la diffusion des annonces soit à des prix acceptables. Aujourd'hui, il faut savoir que la moyenne de budget d'une agence par mois, c'est 1 500 euros. La moyenne en annonce sur Internet, hein, mais ça peut monter à 10, 12, 15 000 en fonction des sites sur lesquels vous allez aller. Donc si vous prenez une petite agence qui va déjà dépenser 1 500 euros, qui va avoir son loyer de 2 000 ou 2 500 si elle est sur Paris, qui va avoir ses assurances et collaborateurs, etc., elle va déjà être à des montants de frais fixes de plus de 10 000 euros. Il faut qu'elle fasse plus de 5 ventes pour juste être à amortir ses frais fixes. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, mais entre 2 000 euros et puis des commissions qui peuvent atteindre 30 000, 40 000 euros, il y a une marge. Oui, sauf que les offres qui sont faites, les offres forfaitaires, sont sur des bases de cet ordre-là. C'est entre 2 et 3 000 euros. D'accord. Un marché donc, qui attire beaucoup d'entrepreneurs aussi grâce aux innovations technologiques. Alors vous en êtes un exemple hein, avec votre application qui va permettre, grâce à la géolocalisation, de recevoir des offres de son quotidien. Mais je suis assez étonné aussi de ne pas voir plus de virtualisation de ce marché de l'immobilier. Depuis longtemps, on l'attend finalement, ces visites virtuelles et la possibilité d'acheter presque depuis son salon, son fauteuil. On télétravaille maintenant, mais on ne téléachète pas encore. On n'est pas très loin. Alors la visite virtuelle existe depuis très très longtemps. Ouais. Elle a démarré il y a un peu plus de 10 ans avec un site qui s'appelait Prévisite. Mais elle n'a pas remplacé la visite réelle, c'est-à-dire qu'on continue toujours à... Ça ne pourra jamais.
Ça pourra jamais. On a besoin de voir, de toucher, quelle que soit la caméra et quelle que soit la qualité du caméraman qui va faire la visite 3D, l'espace et le ressenti dans le lieu, il a besoin d'être physique. Bien sûr, ça je le comprends et ça semble évident, mais pour réduire le nombre de visites physiques, c'est-à-dire qu'avant de trouver un appartement, je ne sais pas s'il y a des statistiques, combien de visites font les acheteurs potentiels? De mémoire, si je ne dis pas d'erreur, c'est entre 12 et 15. La moyenne de visite, c'est 12 à 15. On pourrait imaginer de réduire ce nombre qui consomme beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à peut-être 3-4 beaucoup mieux ciblés? C'est possible. C'est un peu votre idée d'ailleurs? Alors, notre idée, c'est d'être au plus près de la recherche de l'utilisateur. Typiquement, quand un utilisateur donc, il définit ses critères, donc les 3 critères de base, mais il peut aller jusqu'à 40 critères donc, s'il le souhaite. Si on ne trouve pas dans le périmètre qu'il nous a décrit, on ne va rien lui envoyer à côté. Ce qui est le cas de toutes les applications aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les applications, tous les sites, vous dites je suis à l'Étoile, je vais me déplacer entre l'Étoile et Neuilly, par exemple, la place du marché à Neuilly. Sur tout ce trajet-là, je veux les appartements qui ont 80 mètres carrés, tel prix, tel machin, dans un rayon de 200 mètres. Si dans toutes les applications aujourd'hui, vous ne trouvez pas, ils vont vous envoyer dans le 16e, dans le 17e, à Levallois, ils vont envoyer du Courbevoie et ils vont vous remplir d'annonces. Nous, en fait, sur Pocket, si on ne trouve pas, on vous dit élargissez vos critères ou refaites le même parcours dans quelques jours, peut-être qu'une agence viendra. Donc la géographie, pour vous, reste la clé. Le but, ce n'est pas d'envoyer les gens ailleurs. Le but, c'est de répondre à une demande. En fait, on doit, à mon avis, en fait, l'avantage du digital aujourd'hui, c'est de pouvoir se rapprocher au plus près des besoins des utilisateurs. Donc, si un utilisateur nous fait une demande précise, il faut qu'on réponde à sa demande ou qu'on lui dise il n'y a pas, il faut changer. Alors, on va voir justement comment est né Pocket Immo et où est-ce que vous comptez l'emmener. Je le disais en introduction, vous avez lancé ou participé à environ une quarantaine de créations d'entreprises. Donc vous êtes typiquement le serial entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce marché de l'immobilier, à lancer Pocket Immo? Alors le marché de l'immobilier, c'est un peu mon premier amour, vu que j'ai fait beaucoup de marchands de biens, d'agences et un petit peu de promotion dans les années 90, au début des années 90. Quand le marché était en retournement, en pleine crise, c'est là où je me suis lancé. Et ça s'était plutôt bien passé. Et j'ai arrêté après pour diverses raisons, et surtout j'ai démarré Internet dès 95. Quand j'ai découvert le média, j'ai trouvé que c'était quelque chose de fantastique. Et en fait, ce qui m'a fait revenir à Pocket Immo aujourd'hui, c'est que je voulais refaire de l'immobilier. Et j'ai cherché moi-même à acheter ou à vendre certains biens. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on me proposait ne me convenait pas. C'est souvent d'ailleurs un gros déclencheur des entrepreneurs. C'est répondre à un besoin personnel pour commencer. Exactement. Et souvent, quand on a un besoin, il y a un marché. On identifie une problématique dans un marché et on trouve comment répondre à cette problématique. Donc c'est né comme ça. Et en fait, donc, il y avait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que justement, quand je demandais quelque chose, on m'a envoyé plein de choses qui n'avaient rien à voir avec ce que je demandais. Ça, c'était un petit peu agaçant. Deuxièmement, quand je voulais une offre exhaustive par rapport à ma demande, il fallait que j'aille sur 3, 4 ou 5 applications. Donc, on peut les citer, il y a Se Loger, Bien Ici, Logic Immo, Belle Demeure, etc. Si on veut une offre exhaustive, il faut aller sur toutes ces applications parce que chacune ne diffuse que les annonces des agences qui ont payé. Il n'y a pas un Google de l'immobilier ou quelqu'un qui regroupe toutes ces annonces. Non, jusqu'à Pocket Immo, il n'y avait pas. C'est votre objectif, c'est pas encore... C'est un des objectifs, exactement, c'est un des objectifs. Donc ça, c'était le second problème. Le troisième problème que j'avais, c'était l'ergonomie. Donc je parlais de l'UX, je parlais de l'ergonomie et de l'usage. Tous les sites aujourd'hui, toutes les applications mobiles qui traitent d'immobilier, sont très orientés par rapport à l'organisation de la data en fait, et à la création de data vis-à-vis de l'utilisateur. Ils sont beaucoup plus dans une logique de récupérer des datas que d'offrir un réel service à l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est un mix, ils essayent de combiner ça. Ça, c'est quelque chose qui, moi... D'accord, donc vous essayez de répondre à tous ces enjeux, toutes ces problématiques que vous avez identifiées et qui ne vous satisfaisaient pas en tant que consommateur. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? C'est quoi votre business model? Alors, le business model est très simple. C'est qu'on est totalement gratuit pour les agences. Donc, dans un premier temps, on
met en place un système de collecte des informations et on propose à toutes les agences de s'abonner gratuitement à Pocatimo. Alors on ne propose pas en direct parce qu'on est incapable de contacter les 35 000 agences qui existent et les 30 000 mandataires, parce que les mandataires sont aussi... Oui, aussi, on aurait pu en parler, oui. C'est une grosse innovation dans la profession. Vrai, au niveau de la profession, les mandataires, il y en a quand même... Peut-être d'un mot, on peut s'arrêter, c'est quoi un mandataire? Donc un mandataire, c'est une personne physique qui va travailler avec un contrat d'auto-entrepreneur pour le compte du mandataire, enfin du mandant, ouais. Qui est une agence immobilière ou qui est un détenteur d'une carte T, une carte de transaction, qui va déléguer cette carte de transaction. Et qui va autoriser... oui, en fait, c'est une façon d'élargir son levier avec plusieurs vendeurs de façon assez souple. C'est l'équivalent de l'agent commercial qu'on avait à l'époque, il y a 30 ans, dans le commerce. Donc ça permet de dynamiser ce secteur. Mais pardon, je vous ai coupé. Donc, en effet, le business model, c'est gratuit pour les mandataires. Donc c'est gratuit pour tout le monde. On récupère les flux et on récupère les annonces au travers des éditeurs logiciels qui travaillent avec les agences. Donc c'est pour ça que je disais, on ne va pas contacter les 45 000 agences une par une, on n'en est pas capable. Mais via 4 ou 5 éditeurs logiciels, on a accès à ces 30 000 agences. Et alors comment vous gagnez de l'argent si c'est gratuit ? Alors, on gagne de l'argent parce que lorsque Pocatimo sera opérationnel, j'espère... On prévoit un lancement en fait janvier 2022. Donc dès le lancement, on aura entre 1 700 000 et 1 800 000 agences, donc une offre quasi exhaustive. Offre, pas agence. Oui, offre. Oui. Offre, ça oui, on a une offre quasi exhaustive en termes d'annonces avec 1 700 000, 1 million 7, 1 million 8. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'au niveau de notre back-office, on sait quand une agence a des leads. C'est-à-dire qu'on sait quand elle est contactée soit par téléphone, soit par mail, par l'utilisateur. Et dès qu'une agence va avoir 2 leads gratuits, là on a un call center qui va entrer en action, qui va appeler l'agence, qui va lui dire bonjour, l'agence de la terrasse rue de... Voilà, vous avez eu 2 demandes qui viennent de Pocatimo, est-ce que vous voulez rester abonné chez nous ? Et là, la particularité... Là, ça deviendra payant. Voilà, là, à partir de là, ça devient payant. Sauf que c'est quelque chose de tout à fait marginal pour une agence, parce que pour les agences qui seront indépendantes, c'est 49 € hors taxe par mois, tout illimité. D'accord. Donc on parlait tout à l'heure, vous parliez de la visite virtuelle, donc même qu'elles aient 20 vidéos de visite virtuelle, 300 photos, 500... Tout ça, c'est totalement inopérant sur le prix, le forfait. Forfait 49 €. Et si les agences sont affiliées à des réseaux partenaires de Pocatimo, donc soit des réseaux des syndicats, soit des réseaux d'agences, des groupements, soit des réseaux de franchise. Dans ce cas, ce sera 39 €. D'accord. Donc un forfait tout à fait marginal. Voilà. Donc tout cela coûte un petit peu d'argent avant d'arriver à l'équilibre opérationnel pour votre entreprise. Comment est-ce que vous allez financer ça ? Donc nous venons de lancer, là, il y a 3 semaines, un projet avec une levée de fonds d'1 million d'euros. Donc vous cherchez 1 million d'euros ? On cherche 1 million d'euros, principalement pour toute la partie, pour tout ce qui est marketing. Parce que le gros de notre travail aujourd'hui, ça va être d'aller chercher les particuliers. Parce que l'intérêt, c'est que c'est bien d'avoir 1 700 000 annonces, mais si on n'a personne en face qui vient les consulter, c'est compliqué. 1 700 000 annonces, c'est-à-dire fédérer l'ensemble du marché des annonces immobilières. Du marché professionnel. Oui. Comment est-ce que vous pensez réussir là où justement on voyait tout à l'heure que c'était compliqué d'avoir une offre exhaustive et que ça n'existait pas encore sur le marché ? Pourquoi est-ce que vous allez réussir sur ce point ? Parce qu'en fait, on vient casser un petit peu les codes. Déjà du fait de proposer du tout gratuit au départ avec le freemium. Parce que ce soit bien ici, Se Loger, Belle Demeure, enfin, ou Logikimo ou les autres, il faut payer. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas y être. Chez nous, c'est tout gratuit. Et le marketing que l'on va faire auprès des agences, c'est un marketing qu'on va faire à travers leurs éditeurs logiciels, à travers leurs partenaires en fait, pour leur dire venez chez Pocket, c'est gratuit. Alors on va voir maintenant ce qui vous anime vous en tant qu'entrepreneur au quotidien. Thierry, quand on lance sa 45e ou 46e entreprise, vous ne comptez plus, j'imagine, ça devient la routine ou à chaque fois c'est une aventure nouvelle ? Il y a 2 aspects. L'aspect administratif, c'est récurrent et malheureusement, c'est très lourd et très contraignant. Et ça s'aggrave de plus en plus. Ça, c'est un fait indéniable. Pourtant, il y a eu des progrès de fait. C'est-à-dire que maintenant, on peut rester, alors je reprends l'exemple de son sofa, mais depuis son salon, on peut créer son entreprise quasiment. Oui, mais Pocatimo a été créé comme ça. J'ai créé Pocatimo en fait au
bord de la piscine. Voilà. Donc on peut créer une société. Mais ça reste lourd à gérer, c'est ça que vous dites. Juste le début de juste la création, c'est-à-dire l'identification avec le SIRET. Maintenant, après, tout le reste, c'est colossal. Il faut s'inscrire sur toutes les plateformes, il faut faire des choses, les comptables. Ouais, donc je connais peu d'entrepreneurs qui aiment cette partie, c'est vrai. Très, très compliqué. Maintenant, après, d'un point de vue opérationnel, exploitation, c'est un nouveau défi à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Même si je m'adresse à un marché sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé dans les années 90, qui a dû changer un petit peu quand même. Totalement évolué, c'est pas un petit peu, c'est extrêmement avec le digital. Je crois qu'il y a peu de marchés qui n'ont pas été révolutionnés depuis le début des années 2000. Donc à chaque fois, c'est un nouveau challenge, surtout c'est de nouveaux acteurs, c'est des nouveaux défis. Et c'est des nouveaux business models à mettre en place ou à réfléchir ou à analyser. Et c'est surtout beaucoup d'humilité pour être capable de s'adapter au marché. Parce que quelles que soient les convictions que l'on ait quand on lance une entreprise, et ça je l'ai fait suffisamment de fois, on se rend compte que le marché réagit rarement exactement comme on s'y attendait. Et donc c'est ça une qualité essentielle à vos yeux de l'entrepreneur, s'adapter, être capable de coller à ce marché? Oui, il ne faut surtout pas avoir de conviction et aucune certitude. Pas d'idée fixe, il ne faut pas être borné. Il faut rester ouvert. Enfin, je sais que je l'ai toujours fait, je reçois tout le monde, j'écoute tout le monde. Et là, depuis le lancement de Pocket Imo, vous avez déjà évolué? On a beaucoup changé, le modèle a énormément évolué en fait. L'idée Pocket a démarré il y a 2 ans et demi. Et entre la première idée et ce qu'est Pocket aujourd'hui, il y a peut-être 40% d'évolution. Et votre quotidien, il ressemble à quoi alors pour construire ce lancement? Alors aujourd'hui, je suis principalement consacré sur la levée de fonds. Donc là, depuis 15 jours, c'est mon quotidien. C'est vraiment aller trouver ce million d'euros le plus vite possible. Vous appelez des business angels, Oui, j'ai mandaté aussi un leveur de fonds. J'essaie de rencontrer des gens qui peuvent être intéressés. Soit des gens du métier, soit des investisseurs purs. Alors, les fonds d'investissement, je pense qu'on est encore trop tôt pour un fonds d'investissement. Oui, sans doute, oui. Oui, parce qu'il faut démarrer aujourd'hui, il faut avoir un premier lancement. Donc voilà, en ce moment, je me consacre beaucoup à ça et j'espère y arriver très vite. Alors, on appelle l'émission Business Models aussi en référence aux modèles qui peuvent inspirer, aux personnes qui ont pu marquer votre parcours. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage ou peut-être plus loin que vous regardez avec admiration? Aujourd'hui, admiration, non. J'ai eu de l'admiration. Il n'y a pas d'entrepreneur célèbre qui vous inspire dans votre démarche? J'ai eu un maître à penser, oui, qui était M. Nathan Darty, avec que j'ai eu la chance de connaître très jeune et de fréquenter beaucoup, enfin d'être très proche. Qu'est-ce que vous en retirez de cette proximité? Je dirais qu'en termes de business, de construction, de correction dans le travail, de respect de respect de tout en fait. Il m'a véritablement appris le respect et la manière de travailler correctement, que ce soit avec les fournisseurs, avec les partenaires, avec les prestataires, avec les collaborateurs. Et il m'a donné un sens du business en fait. Je pense qu'il m'a appris une manière de penser, de réfléchir, parce que le modèle Darty était un modèle fantastique. Comment vous le définiriez, ce sens du business? C'est quoi le sens du business? Le sens du business, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'identifier des problématiques sur un marché et d'apporter des réponses. En fait, il y a des problèmes partout dans la vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle ou autre. Mais à chaque problème, il y a une réponse. Et donc, il faut toujours penser en tant que solution. Alors, le véritable entrepreneur, et en fait, ce que m'a appris Nathan, c'est ça, c'est de penser solution, rester humble et ne pas hésiter à changer, à revenir sur une certitude que l'on avait si elle n'est pas confirmée. Et les prochaines étapes donc pour Pocket, c'est quoi? Donc c'est la levée de fonds. Dès que la levée de fonds est faite, c'est le recrutement de collaborateurs. Donc principalement sur la partie web, donc il faut community manager et autres. Et puis ensuite, le lancement pour le mois de janvier. Alors on l'a dit, vous avez lancé beaucoup d'entreprises. Est-ce que celle-ci, vous pensez qu'elle vous occupera longtemps ou est-ce que ce sera une parmi d'autres et puis vous allez très vite passer à un autre projet? Non, j'espère que ce soit ma dernière. Dernière? Vous êtes encore jeune. Bientôt 60 ans. Hein. Mais quand même. Mais bon, à mon avis, il faut 4-5 ans pour vraiment permettre à Pocket de s'exprimer, je dirais.
Et l'objectif que j'ai sur Pocket, c'est d'essayer de la rendre internationale, chose que je n'ai jamais fait encore. D'accord, un nouveau défi. Voilà, donc lancer sur la France sur un an et demi, valider le modèle en France et ensuite l'exporter sur l'Europe. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Bon Merci vent, beaucoup. Thierry Hazan. Merci d'être venu nous raconter cette aventure qui sortira donc bientôt. On a retenu la date, début 2022. Début janvier 2022. Hein. On regardera ça avec intérêt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.